Prochaine vidéo sur les applications linéaires, voyons maintenant quelques exemples très particuliers d'applications linéaires de R3 dans R3. Alors la première application linéaire qu'on va voir, c'est une application linéaire qui est très simple, mais qui reste à connaître. Alors, on dit que H est une homothétie de rapport lambda réel si pour tout vecteur x de R3, eh bien on prend tout simplement H de x qui est égal à lambda x. Donc je multiplie tous mes vecteurs par un même nombre réel. Alors si je veux visualiser un tout petit peu les choses, rappelons-nous, il faut se méfier, c'est quand même pas tout à fait pareil que la géométrie que vous aviez fait au lycée. On n'a pas la notion de point, on a uniquement des vecteurs, et puis ces vecteurs, on avait dit pour bien visualiser, il faut les raccrocher à l'origine. Mais si je fais ça, eh bien, si je prends un lambda qui est strictement plus grand que 1, en gros, je vais tout agrandir. Je vais multiplier tous mes vecteurs par 2, par 3, par je ne sais combien. Si je prends un lambda qui est compris entre 0 et 1, eh bien, je vais tout rapetisser. Et puis, si je prends un lambda qui est négatif, ça va être le même principe, simplement il va falloir aller de l'autre côté de l'origine. Donc je redis, cette homothétie, vous voyez que c'est très simple, on peut très facilement montrer qu'elle est linéaire, il faut la connaître, mais nous, on ne va pas vraiment l'utiliser. Le deuxième exemple, pareil, je vais aller assez vite parce que je ne vais pas particulièrement l'utiliser. C'est ce qu'on appelle la rotation vectorielle dans R3. Alors normalement, vous savez faire une rotation dans un plan. Eh bien, c'est le même principe, sauf qu'ici, on va faire notre rotation autour d'une droite. Et comment est-ce qu'on va faire la rotation? Tout simplement, on va se placer dans le plan, qui va être ici perpendiculaire à la droite. On va faire la rotation dans ce plan-là, et puis on rajoutera la composante correspondant à la droite. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, prenons P, un plan vectoriel de R3, et D, une droite vectorielle de R3 qui n'appartient pas à P. Donc ça veut dire que les vecteurs de D ne sont pas des vecteurs de P, et si on veut visualiser ça dans la géométrie dans R3 que vous connaissez, eh bien le seul point qui appartient à la fois à D et à P, eh bien c'est l'origine. Alors, une fois que j'ai dit ça, eh bien on peut démontrer que tout vecteur de R3 s'écrit comme la somme d'un vecteur de P et d'un vecteur de D. C'est très facile à démontrer. Pourquoi? J'ai P qui est un plan. Un plan, on sait que pour une base, il va nous falloir deux vecteurs. Donc prenons UV, base de mon plan P. Pour ma droite D, eh bien il me faut un vecteur. Donc prenons W, base de D. Si je regarde UVW, eh bien ça va être une famille qui est libre. Pourquoi? UV sont libres, puisque c'est une base de P. Et W est forcément libre avec U et V, puisque si ce n'est pas libre, ça veut dire que W va être une combinaison linéaire de U et V, et donc W va appartenir au plan P, ce qui est contraire aux hypothèses qu'on a fait. Donc ça veut dire que je peux prendre UVW, base de R3. Maintenant, définition de base, ça veut dire que tout vecteur de R3, y compris le vecteur x, s'écrit comme une combinaison linéaire de mes vecteurs UVW. Donc x, je peux l'écrire AU plus BV plus CW. Et donc AU plus BV, eh bien ça va être un élément du plan, donc je peux l'écrire XP. C'est une combinaison linéaire de U et V, donc par définition, de base de P, c'est un vecteur de P. Et puis CW, eh bien c'est le même principe, ça va être un vecteur de ma droite D. Donc oui, on voit très facilement que n'importe quel vecteur de R3 peut s'écrire comme la somme d'un vecteur de P et d'un vecteur de D. À partir de là, on va pouvoir définir, pour commencer, la symétrie par rapport au plan P parallèlement à la droite D. Alors vous avez fait des symétries lorsque vous étiez à la petite école, ça commence à remonter à vieux.
vous faisiez des symétries, alors vous étiez dans un plan, vous faisiez des symétries par rapport à une droite, et même plus que ça, des symétries orthogonales par rapport à une droite. Bon, quand vous faisiez ça, eh bien, qu'est-ce que vous faisiez? Les points qui étaient sur la droite, leur image c'était eux-mêmes, et puis les points qui étaient pas sur la droite, vous preniez une droite perpendiculaire à la première droite, qui passait par le point, et puis vous mettiez les mêmes longueurs des deux côtés. Et bien ici, ça va être le même principe, ou à peu près, simplement, on est dans R3, on fait une symétrie par rapport à un plan, et puis le fait que ce soit parallèlement à D, ça veut dire que ce ne sera pas forcément orthogonal, mais on va prendre la droite pour donner la direction dans laquelle il faut aller de l'autre côté du plan. Donc, plus précisément, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, lorsque vous prenez un vecteur du plan, eh bien, son image, ça va être lui-même. De la même façon que quand vous faisiez une symétrie orthogonale par rapport à une droite, eh bien, les points de la droite, leur image c'était eux-mêmes. Et bien ici, l'image d'un vecteur du plan, ce sera lui-même. Et puis, comme je veux le faire dans la direction, donc parallèlement à D, eh bien les vecteurs de D, leur image, ce sera moins eux-mêmes. Si vous voulez vous référer à la géométrie que vous connaissez, on se rappelle, le seul point d'intersection entre la droite et le plan, c'est l'origine, le 0, 0, 0. Donc, quand on va faire une symétrie par rapport à ça, oui, on met un moins devant le vecteur. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que un vecteur du plan, son image, c'est lui-même. Un vecteur de la droite, son image, ça va être moins lui-même. Et à partir de là, tout vecteur x de R3 s'écrit comme un vecteur de la droite plus un vecteur du plan. Et donc, comme ma symétrie, c'est une application qui est linéaire, eh bien, l'image de x, ça va être l'image de xd plus l'image de xp, et donc je vais trouver xp moins xd. On peut définir de façon très similaire la symétrie par rapport à la droite D, parallèlement au plan P. Un petit peu plus compliqué à visualiser. Mais ça marche de la même façon. Les vecteurs de la droite, leur image, c'est eux-mêmes, et les vecteurs du plan, leur image, c'est moins eux-mêmes. Et à partir de là, quand je prends un vecteur x qui s'écrit xd plus xp, eh bien l'image de x par cette symétrie, c'est xd moins xp. Alors on a vu les symétries, on a aussi la notion de projecteur ou de projection. Alors quand on projette, c'est qu'on prend tous les vecteurs et on les emmène sur un même ensemble. Alors quand je veux faire la projection sur P parallèlement à D, je veux tout projeter sur P. Donc mon objectif c'est d'avoir que des vecteurs de P à la fin. Vous doutez bien qu'un vecteur de P, son image, ça va être lui-même, il est déjà dans P. Par contre, je veux projeter comment? Dans la direction parallèlement à D. Donc les vecteurs de D, je vais les projeter sur mon plan P dans la direction de ma droite. Quelle est l'intersection de ma droite et de mon plan? C'est mon origine. Donc, les vecteurs de P ont pour image eux-mêmes, les vecteurs de D ont pour image 0. Et donc à partir de là, tout vecteur x de R3, qui s'écrit x et xp plus xd, eh bien, aura pour image uniquement sa composante sur le plan. Enfin, on peut définir de façon similaire le projecteur ou la projection sur la droite D parallèlement au plan P. Pour ça, eh bien, c'est le même principe. Tous les vecteurs de D, leur image va être eux-mêmes, et les vecteurs de P auront pour image 0. Et donc, un vecteur quelconque, xd plus xp, eh bien son image, ce sera uniquement sa composante sur la droite. Donc, vous voyez que pour ces 4 cas, les deux symétries, les deux projections qu'on vient de voir, retenez uniquement l'image d'un vecteur de P, l'image d'un vecteur de D, et avec ça, on sera en capacité de donner l'image de n'importe quel vecteur. Enfin, si on connaît sa décomposition
par rapport au plan et à la droite. Bien, allez, faisons quelques exemples. Alors attention, je prends ici des exemples très simples. Je prends U, V, W qui sont 3 vecteurs de R3. Alors vous voyez que W c'est le 3e vecteur de la base canonique, donc oui, on est dans un cas très très simple qui va me permettre de faire les choses simplement, assez rapidement, mais qui du coup ne va pas être forcément très représentatif de ce qui pourra se passer dans tous les cas. Je prends P, eh bien le plan qui a pour base U et V. Et puis je prends D, la droite, qui est engendrée par mon vecteur W. Alors on va définir, pour commencer, S1, la symétrie par rapport à P, parallèlement à D. Alors, on a dit, si je veux calculer S1 de U, S1 de U, qu'est-ce que c'est? Eh bien, U, c'est un vecteur du plan. Donc, comme je veux faire une symétrie par rapport à mon plan, son image, c'est lui-même. Donc, S1 de U, c'est U. Ensuite, si je veux calculer S1 de V, eh bien, S1 de V, qu'est-ce que c'est? V est un vecteur du plan, donc son image, c'est lui-même. S1 de V, c'est V. Et S1 de W, eh bien, S1 de W, qu'est-ce que c'est? W, c'est un vecteur de la droite, attention, et je veux faire ma symétrie parallèlement à la droite. Donc S1 de W, c'est moins W. Alors à partir de là, eh bien, si je veux donner par exemple la matrice de mon application linéaire S1, attention, dans la base, je vais prendre B qui va être la base UVW. Dans ce cas-là, quelle est la matrice de S1 dans la base B? Pour ça, eh bien, il faut que j'exprime S1 de U, S1 de V et S1 de W en fonction de U, V et W. Et là, j'ai plus qu'à lire ce que je viens de dire. S1 de U, on a dit c'est U, donc 1U plus 0V plus 0W. S1 de V, c'est V, donc 0U plus 1V plus 0W. Et S1 de W, c'est moins W, donc 0U plus 0V moins 1W. Et vous voyez qu'ici, eh bien, la matrice de S1 dans la base B, elle est très simple. C'est une matrice qui est diagonale. Alors, si je veux donner l'image de n'importe quel vecteur de R3 par rapport à S1, ça va dépendre. Si je connais ses coordonnées, alors prenons X, ce vecteur de R3, si je connais ses coordonnées dans B, disons que c'est X, Y, Z. Eh bien, dans ce cas-là, c'est très très simple. S1 de X, qu'est-ce que je vais avoir? Alors, j'ai le choix. Soit je dis S1 de X, c'est S1 de XU plus YV plus ZW. Elle est linéaire et je peux exprimer. Je sais que ça va me donner X fois S1 de U plus Y fois S1 de V plus Z fois S1 de W. Il ne restera plus qu'à utiliser ce qu'on a trouvé ici. Et puis on pourra donner l'expression de S1 de X. Ou bien, on utilise la matrice de S1 dans B qu'on vient de calculer. Dans tous les cas, allez, je vais l'écrire comme ça. Dans tous les cas, S1 de X dans B, attention, qu'est-ce que ça va être? Ça va être X, Y et moins Z. C'est-à-dire XU plus YV moins ZW. Si maintenant je veux exprimer S1 de X ou trouver la matrice de S1 dans la base canonique, parce que en général on travaille plutôt dans la base canonique, donc c'est dans cette base-là qu'on veut pouvoir donner l'expression de tous les vecteurs. Là c'est un petit peu plus compliqué, vous voyez que là tout ce qu'on a c'est dans la base B. Pour se ramener à la base canonique,
Alors prenons, allez, ouais, je vais me mettre ici, je vais me mettre à côté. Hop. Alors prenons, c'est la base canonique de R3. Hein. Bon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, on peut calculer les matrices de passage. Alors, je vais vous les donner, hein, on ne va pas les calculer ensemble. Donc, matrice de passage de CAB, eh bien, on a 1, 0, 2, 1, 2, 0, et puis 0, 0, 1. Bon, celle-là, ça va, hein, c'est UVW. Pour la base, la matrice de passage, pardon, de BAC, bon bah là, il faut faire un calcul, hein, calculer l'inverse de la matrice qui est ici. On trouve 1, 0, moins 2, moins 1 demi, 1 demi, 1, et 0, 0, moins 1. Non, 0, 0, 1, pardon. Alors, vous voyez que c'est ici, hein, notamment, qu'on voit que, bah oui, ma base, elle est quand même pas si compliquée que ça, hein, donc UVW ne sont pas si compliqués, j'ai quand même beaucoup de zéros qui traînent, donc là, j'ai aussi beaucoup de zéros qui traînent. Dans un cas très général, hein, je peux avoir aucun zéro nulle part, ce qui va compliquer les calculs, mais ça marchera. Une fois que j'ai dit ça, eh bien, je peux calculer la matrice de S1 dans la base canonique. Alors pour ça, eh bien, le plus simple, maintenant qu'on a trouvé hein, toutes ces matrices de passage, c'est d'utiliser eh bien, la formule. Donc on sait que ça va être la matrice de passage de CAB fois la matrice de S1 dans B fois la matrice de passage de BAC. On fait les calculs, je vous laisse les vérifier. On trouve 1, 0, 4, 0, 1, moins 2 et 0, 0, moins 1. Alors vous voyez qu'ici, cette matrice, quand je la compare à la matrice hein, de S1 dans B, bah, elle est un petit peu plus compliquée. Ici, elle est triangulaire. En réalité, encore une fois, elle est simplement triangulaire parce que bah, mon troisième vecteur, hein, ici, c'est le même hein, dans les deux bases. Donc c'est normal que ce ne soit pas trop compliqué. Dans un cas général, quand on prend UVW, hein, sans zéro, sans rien, eh bien, on aura toujours la matrice de S1 dans la base B qui va être diagonale. Par contre, la matrice de S1 dans la base canonique, a priori, vous n'aurez aucun zéro. Et donc, on voit que la matrice dans la base canonique est beaucoup plus difficile, hein, beaucoup plus compliquée. Et donc, l'expression d'un vecteur, de l'image d'un vecteur quelconque, dans la base canonique. Alors, prenons x dans la base canonique qui est x, y, z. Alors attention, hein, ce ne sont pas les mêmes que ce qu'on a à gauche. Eh bien, S1 de x dans la base canonique, qu'est-ce que ça va nous donner? Bah, ici, ça nous donne x, y, et puis donc 4x moins 2y moins z. Encore une fois, bon, vous voyez qu'on n'a pas non plus quelque chose de très compliqué, hein, on n'a que la troisième coordonnée ici qui fait intervenir x, y et z, mais encore une fois, c'est parce que mon vecteur W, c'était le vecteur E3, et que j'avais quand même pas mal de zéros un petit peu de partout. D'accord? Donc, on voit que c'est quand même plus compliqué, mais oui, c'est plutôt cette formule-là hein, qui va nous permettre de calculer l'image de n'importe quel vecteur qu'on exprime en général dans la base canonique. Alors, je l'ai fait ici pour S1, on peut faire exactement la même chose en prenant par exemple la projection sur P parallèlement à D. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, P1 de U, comme c'est un vecteur du plan P, son image c'est lui-même, donc P1 de U c'est U. P1 de V, eh bien, comme c'est encore un vecteur de P, son image c'est lui-même, donc P1 de V c'est V. Et puis W, eh bien W c'est un vecteur de la droite, je veux projeter sur P parallèlement à la droite, donc P1 de W c'est 0. Du coup, on en déduit que la matrice de P1 dans la base B, hein, je ne redis pas, la base B c'est toujours la base hein, UVW, et bien P1 de U c'est 1U plus 0V plus 0W, P1 de V c'est 0U plus 1V plus 0W,
Et P1 de W, c'est 0U plus 0V plus 0W. Donc vous voyez qu'on retrouve encore une fois une matrice qui est diagonale. Celle-là est encore plus simple, il y a même un 0 sur la diagonale. Donc quand je prends X, un vecteur dans B, qui a pour coordonnées dans B X, Y, Z, eh bien P1 de X dans la base B va avoir pour coordonnées, eh bien tout simplement X, Y, 0. Maintenant, si je veux me placer dans la base canonique, alors pareil, je ne réécris pas tout. Matrice de P1 dans C, on refait les calculs avec la matrice de passage, comme on l'a fait précédemment. On trouve ici 1, 0, 2, 0, 1, moins 1, et puis 0, 0, 0. Si je prends X qui a pour coordonnées dans la base canonique X, Y, Z, eh bien les coordonnées de P1 de X dans la base canonique, cette fois, ça va être X, Y et 2X moins Y. Et vous voyez que, bah oui, dans la base canonique, c'est un peu plus compliqué que ça ne l'était dans la base B. Je continue, on peut le faire également pour S2 symétrie par rapport à D parallèlement à P. Donc tout à l'heure, S1 c'était la symétrie par rapport à P parallèlement à D. J'échange le rôle des deux. Donc U c'est un vecteur du plan. Je veux faire ma symétrie parallèlement au plan. Donc l'image de U ça va être moins U. Pareil pour V. S2 de V, ça va être moins V. Et W, qui est un vecteur de ma droite, et je veux faire ma symétrie par rapport à ma droite, donc son image, c'est lui-même. La matrice de S2 dans la base B, eh bien, ça va être tout simplement, donc, S2 de U, c'est moins 1 fois U plus 0 fois V plus 0 fois W. S2 de V, c'est 0U moins 1V plus 0W. Et S2 de W, c'est 0U plus 0V plus 1W. On peut exprimer, quand on prend X qui a pour coordonnées dans la base B, X, Y, Z, eh bien S2 de X dans la base B, ça va être moins X, moins Y, Z. Si je veux exprimer S2 dans la base canonique, alors sa matrice, qu'est-ce que ça va nous donner? Ici, alors, admettez, croyez-moi, alors sur parole ou vérifiez ce que je vais vous donner. Donc on trouve moins 1, 0, moins 4, 0, moins 1, 2 et 0, 0, 1. D'où, lorsqu'on prend X dans la base C qui a pour coordonnées X, Y, Z, eh bien, S2 de X dans la base C a pour coordonnées moins X, moins Y, et puis moins 4X, plus 2Y, plus Z. Encore une fois, vous voyez que c'est bien plus compliqué dans la base canonique. Allez, un dernier exemple, si je prends la projection sur ma droite D parallèlement à P, comme ça on aura vu un exemple de chaque, eh bien, U, c'est un vecteur de P, dont, comme je fais ma projection parallèlement à P, son image c'est 0, P2 de V, pareil, ça va donner 0, et W qui est un vecteur de ma droite, comme je veux projeter sur ma droite, son image c'est lui-même, donc P2 de W, c'est W. La matrice de P2 dans la base B, eh bien ça me donne 0, 0, 0, P2 de U vaut 0, Pareil pour la deuxième colonne, puisque P2 de V vaut 0, et P2 de W, c'est W, donc 0U plus 0V plus 1W. Si je prends X, qui a pour coordonnées dans la base B X, Y, Z, eh bien, dans ce cas-là, P2 de X dans la base B, qu'est-ce que ça va être? Ça va me donner 0, 0, Z. Et si je calcule la matrice de P2 dans la base canonique, je vais obtenir
0, 0, moins 2, 0, 0, 1 et 0, 0, 1. D'où, si je prends x qui a pour coordonnées dans la base canonique x, y, z, eh bien les coordonnées de P2 de x dans la base canonique, ça va me donner 0, 0, moins 2x, plus y, plus z. Donc encore une fois, ce qu'on vient de voir, c'est que quand on fait des symétries ou des projections, se placer dans la base qui va bien, ou en tout cas une base qui va bien. Alors qu'est-ce que j'entends par là, hein? Une base formée d'une base du plan et d'une base de la droite, eh bien ça va simplifier énormément tous les calculs. Hein, on va avoir des matrices extrêmement simples qui vont être diagonales. Bon, bien évidemment, en général, on ne travaille pas dans cette base-là, on travaille plutôt dans la base canonique, donc il faudra s'y ramener. Pour ça, c'est pas très compliqué, il suffit de faire des changements de base en utilisant les formules qu'on a déjà vues. Voilà qui conclut cet exemple, en tout cas ces exemples particuliers d'application linéaire.